C'est la news de la semaine, Nicolas Sarkozy va aller en prison. On pleure des larmes de sang à droite. C'est vraiment trop injuste. Mais alors que Sarkozy est condamné à de la prison ferme, des jeunes sont libérés dans la nature après avoir tabassé des policiers. Des OQTF multirécidivistes sont libérés. On peut se demander donc si la justice de ce pays n'est pas un peu cassée. Vous êtes le seul maître à bord avec votre conscience. On peut même se demander si elle n'est pas un peu politisée. J'ai tous les dossiers sur chacun d'entre vous. Et pourquoi tout le monde aime tant détester Sarkozy ? Si je descends, je te mets un coup de boule, donc vaut mieux pas. Alors la justice était-ce mieux avant ? La loi, c'est moi. Est-ce qu'on parlerait mieux à Sarkozy s'il faisait juste 20 cm de plus ? Quelle indignité. Toutes ces questions et bien d'autres encore, nous les aborderons dans ce nouveau numéro de Jamais trop pas assez avec Louis-Marie, s'il daigne y arriver. Ah bah le voilà. C'est à vous que je m'adresse particulièrement ce soir. Bonjour, c'est Louis-Marie. Et Seb Musset. C'est jamais trop. Pas assez. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce 17e numéro de Jamais trop pas assez, le podcast de la France Potemkin. Comment vas-tu Louis-Marie ? Je vais bien, c'est le podcast. On va avoir une émission spéciale justice, parce que c'est la grosse actu de la semaine, donc on va faire un peu le point sur la justice en France, dans ce merveilleux pays de France, mais on va débuter tout de suite avec ton édito. Qu'as-tu pour nous cette semaine, Louis-Marie ? Et oui, mon cher Seb, tout va bien, comme je te le disais, dans la France Potemkin où tout est faux, même le vrai. Nous formons une société unie, harmonieuse, et ne serait-ce la météo, aucun souci n'altère notre quotidien. Nos frontières sont des passoires et le pays un terrain vague, où la loi ne règne plus que par intermittence. On se paye notre dette, oui, tu m'as bien entendu, notre dette sur notre dos et à nos frais. Vite, un nouvel impôt qui servira à financer un comité Théodule, une commission de réflexion, un chèque roudoudou ou un numéro vert pour les refroidis de la pompe à chaleur. Surtout, ne changeons rien, je sens que ça vient. Plus d'Europe, et nous finirons dans un bel orgasme. Surtout, ne changeons rien. Ah, tu m'as littéralement excité, là, Louis-Marie. Avant d'aborder la phase justice, on va commencer avec une revue de presse d'anthologie, on peut le dire, tout de suite. Je raconte tout à la presse. Et puis je veux pas que tu fasses cette émission. Où c'est l'occasion jamais de dire la vérité, va. Est-ce que vous allez vous taire à la fin ? Et c'est pourtant la justice avec laquelle nous allons commencer, puisque plus d'un an et demi après la dénonciation des faits par Elle et Mediapart, Gérard Miller a été placé en garde à vue ce mardi 30 septembre. On se souvient peut-être que 27 femmes, dont 7 mineurs au moment des faits, l'accusent de violences sexuelles. Le nombre de victimes et de témoignages fait du dossier l'un des plus importants depuis MeToo. Pourtant, je m'étonne avec les plaignantes des retards pris dans la procédure. Depuis le procès de Mazan, je me serais attendu à plus de célérité. Peut-on parler de justice de classe ? Oh, je pense qu'on peut en parler. Alors, ça tombe bien que tu abordes ce sujet, car j'ai vu sur les internets la réaction d'une certaine Anne-Cécile Maillefer sur on va dire, l'affaire Claire Géronimi. Alors, je rappelle, Claire Géronimi, c'est cette... Et Mathilde, elles sont deux. Oui, elles sont deux. C'est cette jeune femme qui s'est fait violer par un OQTF en plein Paris il y a 3 ans à peu près. Dont le verdict du procès a été rendu. Pour une fois, la peine était un peu à la hauteur des enjeux. 18 ans ferme. 18 ans ferme. Bon, même s'il faut savoir que a priori, enfin, avec le jeu des remises, des relax, des réductions, il peut potentiellement sortir en 2030. J'ai l'impression que tu me parles d'un paquet de biscuits que tu viens d'acheter, que tu as un coupon. Il y a des gros promos, il y a des discounts. C'est promo sur la prison. Et donc, cette certaine Anne-Cécile Maillefer, qui est donc l'ancienne porte-parole d'Oser le féminisme, a fait un petit message sur Insta que je te fais écouter parce que cette dame, elle est outrée, parce que figure-toi qu'il y a les bons violeurs et les mauvais violeurs. C'est un peu comme les chasseurs. Les féministes, tout à coup, on les voit s'engager en faveur des victimes dans un procès pour viol. Incroyable! Elles qui ne dénoncent jamais les violences sexuelles contre les enfants, par exemple, dans les établissements catholiques ou par les curés, tout d'un coup, les voilà qui s'affairent autour de cette histoire de viol. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et évidemment, il s'agit du viol de 2 femmes qui a été commis par une personne qui était sous OQTF, sous obligation de quitter le territoire français. Et donc on voit là une stratégie que nous voyons de plus en plus de l'extrême droite qui essaye de faire de la propagande pour ses propres idées sur nos dos, sur nos viols, sur les crimes commis à notre encontre.
Voilà, c'est la faute à l'extrême droite. C'était C'est évident. incroyable, l'extrême droite qui ose se servir de nos viols. C'est une instrumentalisation politique de ces viols à elle. Hein, c'est vraiment. Puis le raisonnement qui est, vous n'avez pas dénoncé ça, donc vous n'avez pas le droit de dénoncer ça. Pour être tout à fait complet sur cette personne qui est donc l'ancienne responsable d'Oser le féminisme, donc déjà on va dire que c'est la compagne du directeur des programmes de France Télévisions. Encore eux. Voilà, on abordera peut-être cette thématique plus tard dans l'émission. Et en plus, au-delà, au moment où on parle de connivence entre France Télévisions et le PS, il s'avère que donc c'est l'ancienne porte-parole, Anne-Cécile Maillefer, c'est l'ancienne porte-parole d'Oser le féminisme, mais aussi Oser le féminisme, c'est vraiment une émanation du Parti socialiste. Hein. Et il faut savoir aussi que Oser le féminisme est une des associations subventionnées qui fait partie des signaleurs de confiance, dans le cadre du DSA pour la surveillance des réseaux sociaux. Voilà. Donc voilà. J'ai envie de dire la boucle est bouclée. Hein. C'est assez. Ce sont les gens qui nous surveillent. C'est un peu le human centipede de la morale et de la vous avez compris, Claire et Mathilde, hein, la prochaine fois, vous fermez vos gueules. Restons polis. Restons polis. Il y avait des guillemets, restons courtois, mais je trouve assez scandaleux que l'on puisse reprocher à deux femmes de ne pas être les victimes qu'il faut. D'ailleurs, en parlant d'insécurité et de victimes, hein, tu sais que nous avons un téléphérique en Ile-de-France. C'est pareil. Je ne prends plus les transports en commun dans cette Oui, région. mais surtout un téléphérique, ça va te rappeler quand même les bronzés font du ski et toi le des neiges. À propos donc du téléphérique d'Aulnay, il y a la députée LFI Nadège Abo-Mangoli qui suggère des cabines en non-mixité pour ce qu'elle appelle un nid à agression sexuelle. Donc même LFI se rend compte qu'il y a un problème dans les transports en commun. C'est bizarre. Tant qu'on est lancé dans le PS et dans les vidéos, je te passe cette petite séquence qui a été sélectionnée par un internaute, qui est une vidéo de Anne Hidalgo. Il faut que je la retrouve. Alors pendant que tu cherches, moi je vais faire un petit disclaimer. On a eu un commentaire sur notre page YouTube qui nous reproche de nous en prendre qu'à la gauche en parlant justement des notes de frais d'Annie Dingo. Alors moi je vais être très simple, on s'en prendra à la droite aussi. Vauquier qui s'est servi dans la caisse et qui a un peu rien rendu, on s'en prendra à lui, on s'en prend à lui, ça nous pose aucun problème. C'est juste de dire une chose, quand un élu de gauche se sert dans la caisse, c'est pas un élu de gauche. Voilà. C'est tout. C'est pas un mec de gauche. Et donc on va rappeler quelques leçons, quelques principes de morale et de vertu. C'est Anne Hidalgo elle-même qui nous les rappelle. Il y a bien sûr la transformation écologique. Il est hors de question de penser qu'on va pouvoir vivre comme avant. Il faut tout remettre en question dans nos modes de vie, notre alimentation, nos déplacements, la façon dont on habite, y compris les questions sur la façon dont on s'habille. Tout cela est remis en question. Voilà, il faut donc repenser tout dans nos modes de vie, nos déplacements et la façon dont on s'habille. C'est pour ça qu'il faut acheter 4 paires de jeans de différentes tailles, des fois qu'on maigrisse, qu'on grossisse. Bon, je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie, mais Anne Hidalgo, ce sont des notes de frais hallucinantes réveillées par l'association Transparence Citoyenne. Anne Hidalgo, c'était aussi, avant tout cela, une note de téléphone à Tahiti de 30 000 €. Voilà, alors qu'il y a des abonnements avec des cartes à 15 balles, mais bon, elle a réussi à dépenser 30 000 € en 4 jours. Il y a quelque chose comme WhatsApp, ça doit pouvoir marcher, par exemple. Non, mais ça doit être Musk qui est derrière, donc c'est du fascisme. Donc voilà. Puis 30 000 €, c'est le salaire d'un prof. Ouais, en net. C'est pas bien grave. Non, c'est pas bien grave. Bon, donc Anne Hidalgo, c'est aussi la morgue qui se surajoute à l'indécence sur fond d'incompétence. Car voilà qu'elle porte plainte contre le lanceur d'alerte Guillaume Leroy et lui réclame 210 000 € de dommages et intérêts. Si pour Paris, c'est le budget amuse-gueule d'une soirée de promotion de la diversité à l'Hôtel de Ville, pour Guillaume, évidemment, c'est une somme qui l'assomme. Allitération. Elle est pas mal. Allitération et assonance, ça fait les deux en même temps. Mais tout n'est pas perdu. On apprend dans le même temps que le parquet national financier ouvre une enquête sur les fameuses notes de frais pour le moins déconcertantes d'Anne Hidalgo. Donc, affaire à suivre. J'ai envie de dire, j'espère que la justice fera son travail dans ce cas-là. Dans 5-6 ans peut-être, mais il me semble que c'est même une amende pour affichage, puisqu'il avait affiché les notes de frais qu'il a obtenues après un long combat, alors que ça fait partie de la transparence. Encore une fois, les pays scandinaves, tu peux aller les consulter à la bibliothèque. La transparence, les factures sont en accès libre d'un accès Internet dans toutes les bibliothèques de chaque ville. Alors,
En parlant toujours, on va dire, c'est la gauche, les notes de frais du maire PS du 18e arrondissement, Éric Lejoindre, elles aussi sont pas mal, puisqu'il fait payer ses pizzas, ses enfants à nos frais d'ailleurs, et puis son coiffeur aussi, tant qu'on y est, il n'a pas beaucoup de cheveux, mais quand même. Bon, on peut le dire, comme son nom l'indique, Éric Lejoindre, l'élève rejoint sa maîtresse. C'est joindre l'utile à l'agréable. Voilà, alors je suis sur les maires qui sont très généreux avec l'argent des autres, c'est ça, la gauche peut-être. Le maire de Reims, Arnaud Robinet, qui a décidé d'envoyer 180 000 € à Brazzaville, pour qu'il fasse un rond-point. Oui, c'est pour les jardins publics. C'est ça. Il n'y a pas que le maire de Reims, parce que la mairie de Paris envoie aussi 330 000 €, j'ai vu, pour un jardin public à Brazzaville. C'est pas comme si on n'en avait pas besoin, c'est pas comme s'il y avait des dettes, comme si on avait... Parce qu'il faut voir que Paris, quand Delanoë a récupéré la ville, il n'y avait pas de dette. Et puis suite à son passage, il y en a eu un petit peu, puis alors là maintenant, on est en train de battre Angoulême. On n'avait pas de piste cyclable qui servait à rien. On n'avait pas de piscine olympique, on ne pouvait pas se baigner dans la Seine. Des places qui sont construites, reconstruites, déconstruites, reconstruites. On n'avait pas les voies sur berge. Voilà, on est médisant. Alors à propos, avant qu'on bascule sur la première chronique, je tiens à répondre parce qu'on a eu des messages, notamment un message d'Andika qui revient sur notre dernière émission où on a parlé en l'occurrence c'est toi Louis-Marie qui en a parlé, tu as parlé du mécanisme qui aurait été mis en place contre François Fillon parce qu'on avait peur que le produit Macron ne soit pas plébiscité par les masses. Oui, c'est ma thèse, je vais y revenir. Notre ami Andika nous dit qu'on oublie une chose, c'est qu'il y avait quand même, il n'y avait pas que l'histoire des costumes, parce que tu as parlé des costumes, il y avait quand même l'histoire de l'emploi fictif de son épouse Pénélope, qui est quand même à hauteur de 1 million d'euros, et ce qui est quand même un gros dos. Quand même, le propos, mais je vais revenir dans ma chronique sur ce sujet, n'est pas de dire que François Fillon a payé cher pour une pécadille. C'est pas ça du tout. Mais cela fait partie du jeu radiophonique. Ça arrache. Vendre la merde, oui, mais sans dire un gros mot. Alors, arrachez-moi. Ça tombe bien que Andika nous lance, donc je commence. Le 23 avril 2017, le candidat de la droite aux élections présidentielles, donc François Fillon, annoncé comme favori et défait au premier tour. Bouh. 3 mois plus tôt, le 25 janvier, le Canard enchaîné affirme que la femme de François Fillon, Pénélope, bénéficie d'un emploi fictif. Et, surprise, le jour même, le parquet national financier se saisit de l'affaire. Quelle diligence, quelle célérité, en 3 heures seulement et le parquet est en état de marche. Qu'en est-il des notes de frais d'Anne Hidalgo, justement, concernant son épilation intégrale et ses pantalons en taille 36 ? Toujours rien ? Comment ça ? Le choix des affaires traitées par le PNF nous renseigne sur le fondement de la justice française. Non pas son indépendance, mais son autonomie. Ça n'est pas tout à fait la même chose. Comprenons-nous bien. Il ne s'agit pas ici de donner un avis sur l'affaire Sarkozy, dont on va parler. Personnellement, je pense que le non-respect du référendum de 2005 est de la haute trahison et pour cela, il devrait être jugé. Le Conseil européen a livré un rapport intéressant sur les différents systèmes judiciaires des pays membres de l'UE. Alors que les États consacrent 0,31% de leur PIB à la justice de leur pays, la France se contente d'un modeste 0,2%, soit moins que la Belgique, 0,22%, les Pays-Bas, 0,26%, l'Allemagne, 0,30% et l'Italie, 0,31%. Ça doit être les coûts de protection pour les juges anti-mafia. En France, pour 100 000 habitants, ce sont 22 juges, 12 procureurs et 120 avocats en moyenne, avec un budget annuel de 12,2 milliards d'euros par an, annuel, soit 1,4% du budget total. Le ministère de la Justice est à l'abandon. Les juges manquent de tout, les délais d'audiencement s'allongent au-delà du normal et le temps consacré à une affaire diminue d'autant. Dès lors, n'ayant pas les moyens de son activité, le ministère choisit ses missions. Et c'est ici qu'est le problème. Car en y regardant de plus près, le tropisme gauche de centre-ville des magistrats est patent. Loin des juges rouges que dénonce l'entourage de Nicolas Sarkozy, ce sont plutôt des juges rose pâle, voire franchement macronistes. Car c'est ce qu'il s'est passé le 25 janvier 2017. Le matraquage médiatique qui devait permettre l'élection d'un parfait inconnu à la tête de l'État n'était pas aussi efficace que les directeurs de communication l'espéraient. Il y avait un risque réel que François Fillon l'emporte. En décidant d'instruire en pleine séquence électorale, le PNF a pris parti, la magistrature a été l'allié objectif du macronisme. Loin de l'indépendance dont on nous parle, c'est bien de son autonomie dont il s'agit.
Concernant l'affaire Benalla et Alexis Kohler, le patrimoine du candidat Macron et Darmanin, rien. Les affaires se traînent en longueur et prennent la poussière dans les bureaux miteux de juges sous-payés. Et quand il s'agissait de réprimer la gueuserie et les gilets jaunes, le parquet et les juges se sont donné la main dans une gigantesque farandole répressive. Les responsables des tirs de LBD qui éborgnent n'ont pas à s'inquiéter. Mélenchon et Le Pen le savent à leur insu. Ils l'apprendront à leurs dépens. Ils ne seront jamais élus. La justice ne le permettra pas. La justice ne rend de compte à personne et décide comme elle le veut. Dans une démocratie moderne, cette autonomie interroge. Qui juge les juges ? On rappelle, donc Sarkozy vient d'être condamné 5 ans à 5 ans de prison, à 5 ans ferme avec mise, je ne sais plus comment c'est le terme. En tous les cas, il y a un mandat de dépôt voilà, qui a été retardé de quelques jours. En gros, jours, le 13 octobre, il sera en prison. Alors, pour quelle durée, on ne sait pas, parce qu'il y aura sûrement il y aura déjà un procès en appel. Par contre, dans quelle prison on peut le dire. On sait, ça sera juste à côté d'ici. Ce sera la santé dans l'aile VIP. Voilà. Donc, et la question qui se pose, c'est la justice est-elle politisée, les fameux juges rouges. La justice était déjà politisée sous Sarko, elle l'est encore plus aujourd'hui. C'est un peu comme les services publics de l'audiovisuel, la justice est désormais un contre-pouvoir d'influence, donc voilà, c'est comme ça, donc la justice en fait partie. Et on le sent tous à gauche ou à droite d'ailleurs, la jouissance à gauche va de pair avec l'indignation à droite, puisque bien évidemment qu'à travers Sarko, c'est la droite qui est visée. Alors, ce qui me fait juste rigoler, c'est de voir certains journalistes de Palais qui enfoncent le clou sur Sarko et qui l'ont vraiment, qui faisaient partie des équipes qui l'ont mis en orbite, parce que c'est tirer sur l'ambulance, c'est pas très sympa, les gars. Donc, et surtout, ça enterre Sarko de son vivant, mais ça touche surtout pas un cheveu de Macron ni de son mari, enfin de sa femme, pardon. J'ai mis un temps à comprendre. Donc moi, ce qui m'intéresse ici, donc c'est un peu les réactions historiques qui sont un peu similaires à ce qui s'est passé après l'assassinat de Charlie Kirk. Pourquoi tant de haine pour Sarkozy à gauche ? Oui, pourquoi ? Oui. Et surtout, pourquoi encore cette haine maintenant ? 13 ans après. Alors qu'il a 70 ans, Sarko. Il a 70 ans, il est très bien conservé. Très bien conservé. Voilà, il fait 15 ans. Son mari aussi. Non, je voulais dire sa femme. Mais j'ai quelques pistes d'explication. Envoie. Je pense que Sarkozy, c'est un peu comme Le Pen, même c'est encore mieux que Le Pen, je pense. Sarkozy, c'est un peu l'ennemi parfait pour la gauche. D'abord, il paye ce qu'il a été. Il avait un comportement puant, il avait son côté bling-bling. On l'appelait The King of Bling-Bling pendant un moment. Et c'est vrai que, en plus, ça a duré, on l'oublie maintenant, mais à la différence de Macron, que tout le monde a un peu découvert après l'avoir élu, Sarkozy, on en a vraiment fait un poulain pendant 2-3 ans. Enfin, on ne parlait que de lui dans les médias, et il était déjà puant avant d'arriver au pouvoir. C'est-à-dire que, ce qui fait que pour plein de gens de gauche et de gens qui ne l'aimaient pas, moi je n'aimais pas Sarko, quand il est arrivé au pouvoir, c'était encore pire que tout, quoi. Il me semble qu'il a été le débat du second tour, c'était contre Ségolène Royal, là, c'est cela, ouais. Et il l'a littéralement démonté, quoi. Il a été bon, elle a été mauvaise. Elle a été très mauvaise, surtout. Elle a été très mauvaise, et il a. Donc voilà, en plus, on peut même lui en vouloir de ça, ouais. Donc on peut rappeler quelques-unes de ses sorties. Je vais vous débarrasser de cette racaille au Karcher. C'est toi qui as dit ça ? Descends un peu pour voir. Ça, c'était au Guilvinec. C'était, oui. Oh, mais casse-toi, pauvre con. Il y a le casse-toi, pauvre con. Alors celui-là, c'est un mème. Et le célèbre, quand il y a une grève, plus personne ne se rend compte. Alors sur ce coup, il n'avait pas complètement tort. Mais bref, il s'est fait détester de tout le monde. À gauche, ça a été vraiment un festival de détestation. Et je pense que même d'ailleurs, part... Il a uni la gauche. Exactement mon point. C'est qu'en fait, la gauche peut dire merci à Sarkozy, parce que grâce à lui, contre lui, elle s'est fédérée comme jamais, comme rarement en tout cas, dès 2008, dès le soir de son élection. Et, 2007, c'était en mai 2007. Et d'ailleurs, cette union a fait les grandes heures de la blogosphère anti-sarkozyste. Toute cette opposition un peu bloguesque, elle a été d'ailleurs adoubée par une presse complaisante, mais qui ne pouvait pas attaquer Sarkozy frontalement. D'accord. Ce qui fait que des gens comme moi, on a eu pas mal de chambres d'écho, parce qu'on disait des choses que eux ne pouvaient pas se permettre. Voilà. Donc il n'y a qu'à relire mon blog de ces années-là. J'en ai même fait beaucoup, je pense, dans l'anti-sarkozysme, mais je n'aimais vraiment pas. J'aimais pas ce type. J'ai un peu changé là-dessus. J'ai pas que tu l'apprécies mieux, oui. Oui, c'est la lumière de ce qu'on a vu derrière. Et je pense que Jacques Martin aussi, il l'aimait pas. Donc moi, je m'étais personnellement fait un petit challenge le soir où il a été élu. Enfin, je me dis, voilà, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir légal pour faire qu'il ne soit pas réélu. Qu'est-ce qui l'a plongé ? Qu'est-ce qui a empêché qu'il fasse un deuxième mandat ?
Je ne vais pas rappeler son quinquennat, mais enfin, dès le lendemain, il était sur le yacht de Bolloré. Alors qu'il avait annoncé qu'il ferait une retraite de chanoine, voilà. Il y a eu l'histoire de la France des propriétaires. En fait, il n'a pas respecté les taux, les avantages n'étaient pas rétroactifs. Enfin, il y a plein de gens qui se sont fait baiser fiscalement. Il a vendu l'or français, une partie de l'or français, mais à très bas prix aux Américains. Alors ensuite, les cours se sont envolés. Voilà, non, il a fait pas mal de. Puis surtout, son comportement était détestable. Et même s'il il était adoubé par la droite, parce que la droite n'avait pas d'autres candidats, au fil du temps, ça s'est émoussé. Hein. Donc, ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, 13 ans après, il est insignifiant, sous bracelet électronique, régulièrement relégué à la rubrique faits divers des colonnes justice. Et pourtant, Sarkozy reste cet ennemi parfait pour la gauche, car il lui permet de taper sur une cible inoffensive, mais surtout de se regarder proprement. Car à la différence de Macron, la gauche n'a jamais voté pour Sarkozy. Et elle a réussi plus ou moins à le faire partir, même si elle a mis à la place un clone socialiste qui a fait exactement la même politique. C'est un peu une heure de gloire pour la gauche d'avoir un peu fait tomber Sarko, parce que je rappelle que tous les pataquès Mediapart et tout qu'il y avait sur les affaires, à l'époque c'était l'affaire Bettencourt, voilà, étaient déjà en cours à l'époque. Hein. Et puis c'est vrai que la gauche a eu son candidat au deuxième tour. Oui. C'est peut-être la dernière fois que ça lui est arrivé. Donc, il y a eu Hollande. C'est la différence avec Macron, où tu as une gauche qui, depuis 7 ans, produit entre deux élections des tonnes de bouquins, d'analyses sur Macron est un psychopathe, c'est un proto-fasciste, machin et tout, mais qui se réunit comme un seul homme pour aller voter pour lui, pour faire deux fois pour aller faire barrage, tu vois. Il n'y a pas eu ça avec Sarko. Donc en fait, quelque part, c'est un ennemi noble, tu vois. C'est le bon ennemi. Il nous renvoie une image valorisante de nous. Parce qu'il n'y aurait pas eu la gauche, il n'y aurait pas eu Macron. Il y a le bon ennemi, il y a le mauvais ennemi. Voilà. Donc Sarkozy est un objet de détestation chimiquement pure. Il est de Neuilly, et par sa filiation politique, RPR, et sa trahison initiale envers Pasqua, on peut le rattacher à un peu une descendance de la droite des gangsters, qui faisait un peu les heures de gloire des guignols de l'info, les Pasqua, Balkany. Il me semble me souvenir même qu'il a trahi Chirac en soutenant Balladur. Oui, la trahison, c'est le keyword de la carrière de Sarko. Hein. Mais il y avait un certain panache, il faut lui reconnaître ça. Donc aujourd'hui, qu'il n'est plus rien, il permet à tous de se laver plus blanc que blanc, donc on peut y aller gaiement pour le lyncher, puisqu'on ne risque rien. D'autant qu'on y vient, il y a quand même du dossier. Et c'est mon point 2. Parce que ce qui est cruel pour Sarkozy, c'est que cette récente condamnation, même pour ceux qui ne sont pas vraiment au courant du dossier, sonne juste rapportée au personnage que tout le monde connaît. C'est vrai que Sarkozy, c'est un peu notre O.J. Simpson inversé. Alors, je vais un peu rappeler O.J. Simpson. C'est dans les années 95, ça se passe aux États-Unis. O.J. Simpson, c'est une star du football américain, une star noire du football américain, qui a été soupçonnée d'avoir tué sa femme et l'amant de sa femme au couteau, un meurtre assez horrible. Et on va dire, c'est plus que soupçonné. En fait, en gros, il est à peu près avéré que c'est lui. Hein. C'est même très certainement lui. Mais simplement, le procès survenant dans un contexte, on va dire racialement tendu, puisqu'il y avait les émeutes, les émeutes noires. Et aux États-Unis, c'est toujours racialement tendu. Ce qui fait qu'en fait, le procès est devenu un enjeu supérieur à l'affaire même du meurtre de la femme de J. Simpson, et qu'en fait, quelque part, il a servi de. Alors c'est l'inverse. C'est pour ça que je dis que c'est l'affaire inversée O.J. Simpson, c'est qu'il a été innocenté. Alors qu'il était coupable. Ouais. Mais tout le monde, personne n'était dupe. Mais en fait, le symbole était plus fort. Il fallait qu'il soit innocenté pour un peu laver l'affront sur les Noirs aux États-Unis. En fait, voilà. Et le paradoxe, c'est que O.J. Simpson a fini par tomber et être condamné très lourdement pour une autre affaire quelques années après, où là, il a pris genre 90 ans de prison. Hein. Il est décédé en 2024. Oui, il est mort. Il a un cancer. Il est mort peu de temps après être sorti de prison. Donc en fait, pour moi, voilà, là, Sarkozy dans cette histoire-là, je vais à la fin de mon texte, c'est qu'il est un peu, il paye. Là, ce coup-ci, c'est peut-être pas très clair pourquoi il paye. Ça peut paraître injuste, mais en fait, au regard de sa carrière et de son parcours et de son comportement, on se dit bon, il a bien mérité. Donc parce que personne n'a oublié les basses manœuvres de Sarkozy qui ont jalonné son parcours politique depuis sa trahison initiale en 1983. Donc j'en ai parlé pour obtenir la mairie de Neuilly à 23 ans. Il a profité que Pasqua était malade à Noël pour passer derrière lui et faire du porte-à-porte et se faire élire. Mais c'est un truc de, bon voilà. C'est vraiment le petit gangster, mais j'irais pas à la régulière, mais il y a quelque chose de pas classe, mais en même temps, il y a de la malice, il y a quelque chose. Oui, quoi. Je viens de regarder effectivement l'élection à la mairie de Neuilly. Il était en charge de préparer la campagne de Charles Pasqua. Et il a tout simplement court-circuité en présentant sa propre candidature. Je vous invite à lire, il y a une BD de Philippe Cohen,
pas Patrick Cohen, Philippe Cohen. J'allais dire, c'est ça. Et le grand. Qui est décédé depuis, qui a fait toute une BD sur cette histoire, qui est vraiment très bien. C'est avec un ami comme Sarkozy, t'as plus besoin d'ennemis en fait. Hein. Après ça, sur du plus sérieux, on va pas oublier qu'il était en charge du volet économique de la campagne présidentielle de Balladur en 1995 et d'une balance comptable complètement aberrante, avec par exemple ces 13 millions de francs de t-shirts vendus à la gloire de Balladur que personne n'a jamais vu être portés par quelqu'un. On ne sait pas où sont ces t-shirts, pourtant il en a vendu pour 13 millions. Il y a prescription sur cette affaire, donc voilà. Donc autant de casseroles que peu de journalistes s'aventuraient à évoquer dans les années d'ascension médiatique de notre futur leader Minimo. Parce qu'à cette époque-là, je veux dire, de 2005 à 2007, on aurait pu lui ressortir ces casseroles de la campagne de 95 où il y avait encore possibilité de l'attaquer en justice. Et bizarrement, c'était silence radio à l'époque. Je n'oublie pas non plus le Karachigate, affaire plus que trouble du financement de la même campagne électorale, toujours celle de 95, sur laquelle plane l'ombre de Sarkozy, qui conduira en représailles à la mort de 7 ingénieurs français à Karachi en 2001. Mais surtout, personne ne peut non plus pardonner à Sarkozy, président, d'avoir osé fricoter avec le terroriste Kadhafi, qui bien sûr avait du sang sur les mains, et de lui avoir permis de planter sa tente dans les jardins de l'Élysée en 2008. Et à ce sujet, je te passe un extrait d'une interview de Guillaume Denoy de Saint-Marc, qui est le président des familles de l'attentat du DC-10 du TA en septembre 89, donc qui a été un avion qui a été abattu par les services secrets libyens. C'était absolument horrible pour nous de voir que le président de la République, avant de prendre ses fonctions, et a sans doute continué après, puisqu'il a fallu 3 ans avant que M. Guéant dise aux Libyens clairement qu'il rien ne serait fait dans le cas Senoussi. Mais ça veut dire que pendant 3 ans, ce groupe, que sont le président de la République, M. Guéant et Brice Hortefeux, ont laissé entendre aux Libyens qu'ils allaient prendre en compte la demande des Libyens, qui était très forte, de suspendre le mandat d'arrêt international contre Senoussi. Voilà, donc en fait c'est surtout ça qu'on reproche à Sarkozy, en fait c'est d'avoir noué des contacts très très proches et d'avoir promis des choses à Kadhafi, qui est ni plus ni moins qu'un terroriste. C'est comme si, je sais pas, Trump discutait avec Ben Laden, ou voilà, c'est... Alors, ceci dit, ils ont discuté avec Ben Laden, mais avant, tu sais, puisqu'ils les ont armés quand les soviétiques étaient en Afghanistan. Ceci est une autre histoire, mais bon voilà, c'est surtout ça qu'on lui reproche. Donc je n'oublie pas également les autres condamnations pour corruption et trafic d'influence qu'il a eu dans l'affaire Big Malion, et les divers non-lieux passés, aussi troublants que sa condamnation récente dans l'affaire Bettencourt ou dans l'arbitrage de Bernard Tapie. Et bien avant tout cela, je n'oublie pas ses provocations à répétition envers les Français et sa trahison du résultat du référendum de 2005 contre la Constitution européenne. Voilà, qui nous a enflé en 2008. Donc je ne vais pas pleurer sur le cas de Sarkozy. S'il ne méritait pas la prison ici, il l'a mérité 100% ailleurs. Seulement voilà, la justice est censée statuer sur des faits, et ce verdict m'interpelle, parce que on l'a pas précisé, au même moment où il est condamné, il est également innocenté. Oui. C'est-à-dire que on lui reproche rien, si ce n'est des conversations. Alors, moralement, c'est complètement discutable, mais bon, en même temps, ce ne sont que des propos. Et beaucoup de juristes, d'ailleurs, signalent que ce verdict pue du cul, en fait. Il ne vise pas les faits, il agite du symbole, et il sonne comme un avertissement destiné à la droite. Toujours dans le même, pardon de te couper, mais quand il y a eu la condamnation de Marine Le Pen, tout le monde à gauche s'est répandu en disant chouette, un facho est en train de disparaître, sauf Mélenchon. Parce que Mélenchon a parfaitement compris ce qui va se passer pour lui. Et d'ailleurs, il ne la ramène pas, hein, Mélenchon, sur l'affaire Sarkozy, il ne la ramène pas. Sarkozy provoquait et provoque toujours des réactions épidermiques, donc aucun avis ne peut être neutre. Dès que ça le touche, lui, il nous a trop infectés intimement chacun de nous dans notre quotidien. On a trop d'affect avec lui, que ce soit à gauche ou à droite, et la justice n'y échappe pas. Alors, en fait, je pense qu'il y aurait pu y avoir une solution intermédiaire qui aurait été intelligente et beaucoup plus maligne et beaucoup plus impactante pour lui. Alors, je ne dis pas que la prison n'est pas impactante, mais je suis persuadé qu'il ne fera pas ses 5 ans. Alors, que fallait-il faire, me diras-tu ? Je sais que tu vas me le dire. Oui, vas-y, dis-moi. Alors, donc sachant tout ce que j'ai dit, le passé et les réactions attendues de tous côtés, la sagesse eût été peut-être de faire purger à Sarkozy une peine symbolique bien plus humiliante que la dimension sacrificielle de la prison qui jouera in fine en sa faveur. Je ne sais pas, on aurait pu par exemple lui coller 500 heures d'intérêt général dans un quartier sensible bien pourrave. Avec un Karcher, tout pourri qui ne marche pas. Voilà. On aurait pu lui faire travailler à la préparation des commandes dans un Carrefour Drive de lointaine banlieue. On aurait pu lui imposer de faire une saison complète au service au McDonald's ou pour servir la soupe à une association d'aide aux sans-abri. Hein, on aurait pu lui imposer de faire la circulation, là, tu sais, comme je vois les agents. Et là, il aurait pu dire au SDF à qui il vient de donner une soupe, tu veux que je t'en débarrasse ?
Et, il aurait pu faire, comme je vois beaucoup d'agents là avec des vestes jaunes là qui font la circulation à la sortie des écoles à Paris. Voilà, il aurait pu faire ça. Mais franchement, il aurait été très bon là-dedans. On aurait pu lui imposer de travailler de nuit un semestre au nettoyage des locaux hospitaliers. On aurait pu lui demander d'entretenir la tombe de Charles Pasqua tous les jours. Tout à fait. Bref, on aurait pu lui faire partager à un moment de sa vie la réalité d'un peuple qu'il est encore à ce jour persuadé d'avoir bien représenté. Et je suis certain par ailleurs que qu'il aurait été bon dans toutes ces tâches et qu'en plus il aurait appris des choses. Et l'humilité par exemple. Voilà, et ça aurait été beaucoup plus intelligent. La justice aurait été beaucoup moins soupçonnée de manipulation et de politisation, et tout le monde aurait été satisfait, je pense, à gauche et à droite. Et ça aurait été beaucoup plus humiliant. Enfin, humiliant, je ne sais pas, mais je pense ça aurait été une vraie peine pour lui. À la différence de la prison, où je suis pas persuadé qu'il y reste longtemps déjà. Qu'il y reste longtemps et que ça ne joue pas in fine en sa faveur. Oui, il pourrait dire, regardez. Oui, parce que c'est la thèse qu'il défend en disant je suis persécuté par la justice, les juges rouges, c'est une expression qu'il a dû employer. Et tu vois, in fine, moi je me dis, à avoir écouté ta chronique et puis à avoir lu la mienne, la perdante dans cette affaire, c'est la justice. Et on est dans un effondrement, un de plus, quoi. On ne croit plus les journaux, on ne croit plus les hommes politiques. Bientôt, les juges vont aller rejoindre les journalistes et le personnel politique dans les professions les plus détestées. Non, mais de toute façon, on lui a filé quelques jours de répit, mais il aurait pu être embarqué sous menottes à la fin à l'énoncé du verdict. Hein. Donc ça veut dire, on fait ça pour les gens dont on estime qu'il y a un danger pour la société. Alors moi, après tout ce que j'ai dit sur la détestation de Sarkozy, toute l'histoire, il faut reconnaître quand même que je pense qu'il n'est pas un danger en tout cas aujourd'hui, il n'est pas un danger immédiat pour la société. Quand je vois que la semaine d'avant, on a libéré des mecs qui ont tabassé des flics, qui ont été filmés. Il n'y a pas de doute sur leur culpabilité. Dans les 48 heures, ils étaient dehors. J'ai encore vu une histoire j'en ai encore vu une tout à l'heure. Où on en est pour Portmanov voilà, les mecs qui ont amené la mort de Portmanov, qui recommencent leur émission. Je parle même pas des OQTF qui sont en open bar. Ils ont fait 12 viols, ils sont relibérés. Enfin bon, voilà. Là, bizarrement, il n'y a pas de mise sous, il n'y a pas de mandat de dépôt, il n'y a rien. Les mecs, ils se baladent et tout. Et là, lui, c'est voilà. Moi, c'est ça que j'interroge, parce que ce que tu dis sur la justice. C'est en ça que je ne crois plus cette justice, en fait, parce que elle est pas, ce n'est plus mesuré. La justice semble suivre un agenda qui est le sien et auquel on n'a pas accès. Mais de toute façon, il y avait la question. C'est Marcel Gauchet qui a posé la question sur un plateau télé, qui a fait hurler les juges d'ailleurs. C'est pourquoi n'envisagerait-on pas comme aux États-Unis, d'élire nos juges. Dans la chronique cinéma, je fais une chronique cinéma et justice en fin d'émission, et je vais revenir justement sur la différence entre le système américain et le système français. Tiens, en tous les cas, je propose qu'on laisse ça en commentaire aux auditeurs. Dites-nous ce que vous en pensez. Comment démocratiser la justice, en fait, c'est-à-dire comment permettre à la démocratie, au corps électoral du pays, de contrôler la justice, en tous les cas, d'exiger des comptes de cette justice qui est rendue au nom du peuple. J'en profite. Si vous voulez témoigner sur ce sujet, intervenir dans l'émission en audio ou même en vidéo. Et nous raconter quelque chose. Et par rapport à cette thématique, vous nous envoyez un mail, jamaipodcast@gmail.com, et on se contacte et on voit ce qu'on peut faire et on vous fait passer à l'antenne. Mon cher Ludwig, vous connaissez mal les Français. S'il y a de l'arnaque dans l'air, oubliez un peu Tonton Béraud. Alors, moi, j'ai une étrange nouvelle. Stellantis, le consortium automobile multinational qui met à l'arrêt ses usines de Mulhouse et de Sochaux et qui envoie 300 travailleurs marocains en Serbie. C'est étrange, hein. Alors, attends, 300 travailleurs marocains qui étaient à Mulhouse. Qui étaient à Mulhouse et Sochaux et qui vont en Serbie. C'est quoi ce c'est une forme de réémigration, ou alors, je sais pas. Alors, j'imagine que la Serbie, les Serbes étant des gens très accueillants. Hein. D'ailleurs, les Allemands, pendant la guerre. On fait l'échange de travailleurs qui sont même plus domiciliés enfin, qui sont, c'est un truc de fou. Voilà. Ils sont dans le cloud. À propos de travail et de salaire, figure-toi qu'à partir du mois de juin 2026, une nouvelle loi va vous permettre de connaître les salaires de vos collègues. Youpi, tralala, youpi.
Bonne ambiance à la machine à café. Alors, je pense que ça a été fait pour... c'est une mesure antidiscriminatoire. Pour les femmes sont moins payées que les hommes. Non, c'est une mesure qui certainement part du principe que les femmes sont moins bien payées que les hommes. Donc, on va obliger, si tu veux, il y aura un moyen de pression sur les décideurs dans l'entreprise par la transparence. Voilà, et ça permet, ça donnera des arguments solides si en cas tu veux une augmentation. Alors, ça va être rigolo parce que ils ont pensé à tout, mais pas aux effets de bord. Et comme d'habitude, il va y en avoir plein. À commencer par le plus gros risque, à mon sens, c'est que tout le monde se rend compte que tout le monde a des salaires de merde. Qu'en fait, les marges de progression de salaire dans une même boîte à 15-20 ans, en fait, elles sont toutes pourraves souvent. Donc, en fait, ça va, je pense, accélérer une fois de plus ce qu'on appelle le quiet quitting, c'est-à-dire la démission silencieuse. On reste dans le boulot, mais on n'en fout pas une. Voilà, on n'en fout plus une. Ça concerne le privé, cette loi. Oui. Et c'est sur des postes similaires. Mais ce qui serait bien, c'est qu'on ait des différentiels privés, publics ou établissements semi-publics entre les mêmes postes, hommes, femmes, tout confondu, pour savoir combien ils sont payés dans les agences et compagnies par rapport au même job dans le privé. Oui, et là, je pense qu'on va avoir des bonnes surprises parce qu'il y a des écarts monstrueux sur des postes qui ne sont pas très valorisés dans le privé et qui soudainement, quand tu bascules dans des agences d'État ou dans des services des délégations de ministères ou de machin et tout, qui d'un seul coup sont très bien payés. Avec des avantages. Avec des avantages en cascade. Tu n'imagines pas. Et donc moi je trouve que ça, ce serait une bonne idée qu'on puisse faire ce comparatif. Mais j'ai l'impression que la loi ne parle pas de ça. Mais en plus, la loi part d'une hypothèse que je disais, à mon avis, qui a été... On va utiliser le mot débunké par l'INSEE, c'est que la différence salariale à emploi équivalent et à temps de travail en équivalent temps plein égal, la différence salariale homme-femme est de 4%. Et pas 25% comme Oser le féminisme l'a répété pendant des années. Ce chiffre est complètement bidon et c'est l'INSEE donc qui a effectué. Alors, je vous invite à aller sur le site de l'INSEE, voir la méthodologie et elle annonce. Et en plus de ça, on n'a pas pris en compte le diplôme de départ. Donc, ce type de loi risque non seulement des effets de bord qui vont être redoutables, mais part vraisemblablement aussi d'une hypothèse qui est redoutablement fausse. L'enfer social est pavé de bonnes intentions. Tout à fait. À propos d'annonces, moi je suis pas mal sur le site de France Travail en ce moment. Et je repère des annonces qui sont croustifondantes. Donc là, c'est pour un poste de graphiste à Paris 10e, Paris 10e, où le moindre loyer est à 1200 balles pour une chambre de bonne. Nous recherchons un graphiste polyvalent homme-femme qui a un niveau master, qui parle le chinois, l'anglais, le coréen, lu et parlé. En urgence, elle doit être polyvalente. Également dans l'architecture commerciale et dans la signalétique. Montant du salaire brut, 2330 €. Brut en 2003 en brut, ça fait combien en net? 1008? Ça fait un petit peu plus du SMIC. Voilà. 1005. Ouais, 1005, mais non, mais. Et le mec parle coréen et anglais. Ouais, non, mais. Attends, parce que. Non, mais. Et ça à Paris. Et à Paris. Paris parler coréen pour un occidental, pour un français, c'est un métier. C'est un métier à part entière. Tu parles coréen et c'est tout. J'ai envie de leur dire, les mecs, prenez une IA. Oui, carrément. Pourquoi vous emmerdez avec un individu, en fait. Pour la partie parler coréen. Donc voilà, bon, c'est le genre d'annonces qu'on peut trouver et qui, effectivement, sont hyper stimulantes. Et éventuellement, s'ils pouvaient danser, jouer des claquettes. Danser la Macarena. Et danser la Macarena avec la femme du patron le soir. Me tailler une pipe et m'apporter un Toblerone, ce sera parfait. C'est ton s'emballer en mars. Réadapté. Donc, transparence salaire, c'est fait. Parlons d'amour. Parlons d'amour. Eh oui, parlons d'amour. Parce que ça manque. J'étais un peu trivial. Parce que là, on va parler d'amour, parce que Robin Salcroix, élu PCF de Nantes, s'insurge contre un collègue de la droite républicaine qui a osé célébrer le mariage d'un cadre du RN. C'est scandaleux. Satanas. Les digues sont rompues, le vagisme ne passera pas. L'élu lutte. Merci, voilà, donc quand l'élu lutte de la turlute. C'est la turlute finale au PCF, je pense. Oui, écoute, leur vie est un enfer, qu'est-ce que je te dise. Moi, je vais rester dans l'économie. Figure-toi qu'on n'a toujours pas de gouvernement, ça fait déjà 3 semaines. 22 jours. Je parlais de l'IA pour le graphisme. Je pense qu'en fait, j'y ai pensé, mais je pense que sérieusement, on n'a pas besoin de gouvernement. Tu fais quelques prompts sur la version 5 de ChatGPT, là, sur la question budgétaire, et rééquilibrer le budget, en virant les dépenses, en foutre les gens dans la rue et tout. Je pense que le ChatGPT te règle le problème en une demi-journée. Donc voilà, c'était une aparté. Non, mais je reviens parce que on n'a toujours pas de gouvernement, mais
on a déjà des projets d'impôts, voilà, de ce gouvernement qui n'existe pas. D'augmentation d'impôts. C'est le journal Les Échos qui nous révèle que l'exécutif réfléchirait à relever le taux de prélèvement forfaitaire unique sur les revenus du capital. La mesure pourrait rapporter plus de 1 milliard d'euros. Je rappelle, on a une dette de 3,5 milliards d'euros. Prélèvement forfaitaire unique, en fait, en gros, si vous avez de l'épargne, des actions, alors c'est pas le PEA, c'est des actions, toute action boursière, même sur la crypto, enfin tout ce que vous, voilà, au moment où vous vendez, on vous prend une taxe qui est la même pour tout le monde, c'est 30%, ce qui est déjà colossal. Savoir que vous allez payer en plus, on vous prend ces 30%, mais vous allez payer en plus des impôts sur ce qui reste. C'est-à-dire que c'est considéré comme du revenu, donc c'est des revenus sur lesquels vous avez payé des impôts sur le revenu. Donc c'est bien, c'est déjà bien taxé. Et l'État français le fait aussi avec la CSG sur ton brut. Voilà, mais c'est l'impôt sur l'impôt. Donc ça, c'est un impôt qui va donc être augmenté de 20%, parce que 30 à 36, c'est 20%. Ça fait 20%. Voilà. Ouais. Donc c'est une hausse colossale. Et là, c'est bizarrement, ce truc-là, il n'y a que les Échos qui en parlent. Le problème, c'est comme pour la taxe Zuckman, c'est pas tant de payer, mais de savoir pourquoi on paye. Parce que là, en gros, on peut faire l'analogie entre un bateau qui est en train de couler, il y a un trou dans la coque, donc il y a un trou, il y a l'eau qui rentre, et puis là, t'as le capitaine du navire qui dit, c'est à cause d'eux, là, c'est eux, là, ils doivent écoper l'eau 2 fois plus que les autres. Mais en fait, on réduit, pendant ce temps-là, on répare pas le trou. C'est-à-dire qu'on cherche à savoir qui est responsable, alors qu'en fait, c'est en gros le capitaine et le constructeur du bateau qui sont responsables, mais on dit c'est la faute aux riches et c'est la faute à ceux qui ont des actions. Et voire éventuellement, pendant ce temps-là, dit tiens, on va rajouter des trous. Voilà. Et puis, la question de réduire les dépenses, non, parce que comment le Cornu, il a beau pas avoir de gouvernement, il a déclaré qu'il n'y aura pas de budget d'austérité, machin et tout. Qu'il allait proposer ça veut dire d'augmenter les retraites. Voilà. Donc on va dire on va continuer comme avant, c'est bon, c'est de l'argent magique et tout, là on va faire payer, on va augmenter la flat tax, c'est d'une débilité, parce que déjà ça va pas toucher que les riches, ça va toucher tout le monde. Tu peux avoir 10 balles, tu vends 10 balles d'actions, tu vas payer 20% de plus sur tu vas payer 20% de plus. En plus donc tout le monde va être impacté. Et puis les actions, c'est l'argent, tu sais, c'est comme ceux qui disent il faut mobiliser l'épargne. L'épargne, on peut pas l'immobiliser, il est déjà mobile. L'épargne, c'est placé, c'est de l'argent placé. Il faudrait la baisser, cette taxe. Ouais. En fait, il faut la baisser, parce qu'il faut réencourager l'investissement, essayer de retrouver un semblant d'intérêt des investisseurs étrangers pour ce pays, qui est la France. Tu sais, c'est un biais d'investissement, qu'on appelle ça en psychologie. Quand tu as passé toute ta vie à penser qu'augmenter les impôts était la seule solution, arriver à comprendre que ça n'est pas la seule solution, c'est quand même la même chose que dire ma vie est raté. Oui, c'est la même histoire qu'on a vue sur le Covid. C'est-à-dire que quand tu persistes dans un mensonge, à bout d'un moment, tu passes à un point où tu mets plus d'efforts à te persuader que tes erreurs étaient justes que de reconnaître tes erreurs. Voilà. Et c'est pour ça qu'on l'explique dans plein de domaines. Donc voilà, sur la flat tax, attendez-vous, on n'a peut-être pas de gouvernement, on n'a peut-être pas de ligne politique, mais on a déjà des impôts. On a déjà des impôts supplémentaires et surtout, on va surtout pas réduire les dépenses publiques. Comme toi, et en plus, voilà. Qu'est-ce qu'on se marre dans ce pays quand même. Alors, justement, on va sortir un peu de France avec tu as quelques infos qui nous proviennent de Moldavie. Alors la Moldavie. Ah mais attends, tu me surprends parce que je pensais qu'on ne parle pas. Bon, la Moldavie, ça va être facile. Si, non, mais je vais retrouver. Moi, je suis multitâche. Donc la Moldavie, c'est un territoire de moins de 3 millions d'habitants, arraché à la Roumanie du temps de l'URSS. Donc un territoire avec plusieurs langues, le roumain et le russe notamment. Et il votait en Moldavie il y a récemment entre pseudo-ingérence russe et réelle intervention européenne qui, avant même que le parti pro-européen l'emporte, l'Europe annonçait déjà 1,3, 4 ou 5 milliards de prêts sans intérêt pour les aider à se moderniser. Donc sans surprise, le parti pro-UE a gagné. Et nous passerons sur les arrestations malencontreuses d'opposants pro-russes avant le scrutin, des obstacles multipliés dans les régions russophones, comme le fait de ne pas envoyer assez de bulletins ou d'avoir assez de bureaux de vote ouverts. J'ai vu qu'ils avaient fermé des ponts pour les travaux. Voilà, par exemple. Tous ces petits trucs-là qui sont tombés par coïncidence le jour des élections. Et les tentatives de censure de chaînes Telegram, telles que dénoncées par Pavel Durov, qui indique qu'il a reçu
des demandes de l'UE et de la Moldavie de censurer des chaînes. Alors il a dit, j'ai été regardé, certaines effectivement ne convenaient pas et étaient contraires à notre politique, mais d'autres étaient très clairement tout à fait autorisées. Donc c'était une demande de censure qui était adressée à Pavel Durov. Donc on mesure bien, enfin c'est encore, je reviens à ce que je disais, Mélenchon, Le Pen, non seulement ils seront jamais élus, mais même s'ils l'étaient, ils le seront pas quand même. C'est-à-dire que tout sera fait. Si c'est pas la justice, ça va être, on va couper les ponts pour empêcher les électeurs de se rendre au bureau de vote. Ça va être un truc comme ça. On va demander à Pavel Durov de censurer les chaînes et les filles. Oui, ils couperont le courant. Non, mais s'il faut, ils couperont le courant. Je veux dire, voilà, c'est une évidence. Là, tout se dessine pour ça. Là, on est là, le DSA, chat control, la justice qui s'autonomise. Il faut pas rêver. On ne sortira pas de l'Europe. On ne sortira pas même de la France pro-européenne, pro-otanienne, qui voudrait tellement aller faire la guerre. On n'en sortira pas avec une élection. Et je trouve étonnant que Mélenchon, qui est un vieux trotskiste, qui est pourtant un théoricien de la Révolution, y croit. Non, mais je crois qu'il vit sa plus belle vie, là, Mélenchon. Mais bon, c'est un cas... On parle beaucoup du côté clinique chez Macron. Je pense que chez Mélenchon, on peut faire une série en 9 épisodes de 1h30 chacun sur Mélenchon et son histoire personnelle. Et voilà. Mais bon, on ne va pas rentrer dans ce débat. J'avais pas de problème avec les filles sur cette émission, s'il te plaît. On va encore avoir dit « Oh, vous parlez que de la gauche ». Voilà. Alors, avant d'aborder la rubrique culture, pour ceux qui nous écoutent sur podcast, on va entamer on va retrouver Louis-Marie pour les losers du rock. Tu veux nous parler de quoi cette semaine, Louis-Marie ? Je vais vous parler de Deep Purple. Deep Purple dans les... Tu connais ? Oui, quand même. Smoke on the Water. J'ai des albums de Deep Purple. Tu connais la version française ? Ah, tu vas me dire ça dans la rubrique. Alors, c'est pour un spécial pour les gens qui nous écoutent sur podcast. On fait donc sur Ocha, Deezer, Spotify. On fait les losers du rock avec Louis-Marie, spécial Deep Purple. Et nous, sur YouTube, on passe tout de suite à la rubrique culture où on va parler justice et cinéma. J'ai peur que nos discussions provinciales vous embêtent un peu. Tu veux dire qu'il s'est copieusement emmerdé ? Ah non, pas du tout. Au contraire, ce récital de lieu commun éculé m'a tout à fait intéressé. On s'est posé la question quand on a préparé l'émission. Justice et cinéma. Justice et cinéma. Et c'est très intéressant parce que ça m'a fait me creuser un peu la tête. Et il s'avère, quand on en a parlé, on a constaté qu'on n'avait pas le même goût. Moi, j'adore les films de procès, surtout les films de procès américains. Ben voilà, en fait, c'est ça l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, quand on parle film de justice, c'est vraiment quasiment un genre à part entière du cinéma américain. Il y en a énormément. Oui. Et c'est beaucoup moins le cas en France, voire quasiment pas le cas en France. Et on a des souvenirs de très beaux films de plaidoirie. Donc là, j'en ai mis quelques-uns. JFK, Les Sentiers de la Gloire, Des Hommes d'honneur, Philadelphia. Le JFK avec Kevin Costner et la théorie de la balle qui rebondit à l'intérieur du corps. C'est vrai que c'est très prenant. Il nous a un peu trompé sur ce qu'est la justice, en fait, parce qu'on a une vision de la justice qui est quand même très américanisée. C'est les gens qui arrivent dans un procès français et qui disent objection. Alors je le dis, on ne dit pas objection dans un procès français et on ne dit pas votre honneur au juge, on dit madame la présidente ou madame la juge ou monsieur si c'est un monsieur. Voilà. Donc en fait, la vraie différence, c'est qu'en fait la justice américaine, et ça c'est un fait, elle est beaucoup moins opaque que la justice française. C'est-à-dire que les procès peuvent être retransmis en direct à la télé. Il y a des chaînes de télé qui ne passent que des procès aux États-Unis. Il y a vraiment une transparence des procédures judiciaires, pas toujours, mais souvent, où tu peux tout savoir. Par exemple, récemment, il y a eu le procès de Johnny Depp et d'Amber Heard. C'était un téléfilm, c'était Netflix sans Netflix. Moi, j'ai regardé ça sur mon téléphone en direct depuis Los Angeles. En fait, ça a à voir avec la tradition américaine on va dire, de transparence. Ils ont un système de loi qui permet des films intéressants. C'est un système très jurisprudentiel. Donc, il y a toujours un côté, et dans l'affaire machin contre bidule, le juge n'a pas du tout. Donc, tu vois, il y a un côté, on peut sortir du chapeau. Ce qui n'est pas le cas en France, c'est le même texte. Alors, c'est pour ça que j'ai divisé ma sélection en 2 catégories, les films américains et les films français. Et puis, j'ai pas eu vraiment trop le temps d'élargir sur les autres pays. De toute façon, on est américain. Donc. Voilà. Et donc, sur le cinéma américain, il y a quand même des choses qui sont intéressantes. Évidemment, le premier titre qui m'est venu en tête quand on parle de justice, c'est 12 hommes en colère de Sidney Lumet, qui est un film sur un jury populaire qui doit... Alors, c'est un huis clos entre 12 personnes. C'est une histoire de meurtre. Ils doivent statuer sur le verdict. On n'a pas assisté au procès. On a que on a l'exposition des faits à travers les témoignages des jurés. Et il faut savoir qu'au début du film, alors c'est des jurys populaires aux États-Unis, le verdict doit être adopté à l'unanimité.
Et au début du film, en fait, il y a 11 jurés qui sont convaincus que le mec est coupable, et un seul, Henry Fonda, qui exprime des doutes. Voilà. Et en fait, le film, c'est l'histoire de comment Henry Fonda va renverser, par sa rhétorique, la démontation, le jury. Le jury. Il va les renverser un par un. Voilà. Et c'est assez captivant, ce film. Il y a eu un remake qui a été fait par William Friedkin en 97 ou 18, qui est très bien aussi. J'ai un truc un peu plus anecdotique qui s'appelle Justice pour tous, de Norman Jewison, qui est plus sur le côté... Alors, c'est avec Al Pacino, c'est un film des années 70, qui est plus sur le côté le deal entre avocats, les affaires, comment on négocie des peines, machin. C'est un peu sur l'arrière-cour du travail d'avocat, qui est assez intéressant. Il y a plus récemment le jury numéro 2 de Clint Eastwood. Voilà, sur l'affaire du jury. Ouais. Qui est un peu une reprise de 12 hommes en colère, mais plus on va dire, plus sous l'aspect enquête. Et puis qui est un peu un pitch un peu tordu d'un mec qui est impliqué dans un meurtre, enfin dans la mort accidentelle d'une personne, et qui se retrouve lui-même jury de son propre procès, en fait. Alors, il faut savoir que ce jury numéro 2, j'ai pas la preuve de ça, mais c'est très inspiré d'un film français qui s'appelle Le 7e juré, qui est un film de Georges Lautner des années 60, même 50, je crois, avec Bernard Blier, qui raconte peu ou prou la même chose. Que je vous conseille aussi, d'ailleurs, ce film, Le 7e juré. Et alors, dans un autre domaine, alors on va dire, il y a un autre pan des films de justice américains. Tu parlais tout à l'heure d'Erin Brockovich. Il y a beaucoup de... qu'on appelle de class action aux États-Unis, de procès contre des compagnies qui partent sur des lanceurs d'alerte. Ça se fait pas trop en France, ça c'est une tradition américaine, et donc il y a des films qui parlent de ça. Donc je pense là en gros à 2 films. Il y a le Révélation de Michael Mann sur le lobby des cigarettiers, donc qui est une histoire vraie. Hein. Et il y a un autre film de Todd Haynes qui est plus récent, qui s'appelle Dark Waters, qui est sur le scandale du Teflon aux États-Unis, qui est très très bien, très très bon film. Oui. Donc voilà, là on va dire que dans le cinéma américain, côté justicier de l'avocat chez Erin Brockovich. C'est un peu un super-héros, oui. Voilà. Non, Erin Brockovich n'est pas du tout avocat dans le film. Hein. Non, elle n'est pas avocate, c'est clair. Mais elle est super-héroïne. Mais voilà, c'est elle qui apporte le dossier. En fait, c'est elle qui monte le dossier, qui l'apporte à l'avocat. Face à cette abondance de films américains sur le sujet, il y en a des milliers, on peut s'étonner qu'il y ait assez peu de films français sur le sujet, sur les coulisses judiciaires d'affaires politiques. Parce que c'est quasiment... absent, il n'y en a quasiment pas. J'en ai un en tête et je suis sûr que tu ne l'as pas. Vas-y, dis-moi. Non, dis. Alors, moi, j'en ai un qui m'est venu, là, c'est le récent de Claude Chabrol qui s'appelle L'ivresse du pouvoir, qui reprend un peu l'histoire de Floch Prigent et d'Eva Joly. Décédé récemment, Floch Prigent. Oui, tout à fait. Et Chabrol aussi, d'ailleurs. Mais qui est très distancié, qui est presque limite une comédie, tu vois. On y va pas frontal, tu vois. On va pas se... Voilà, donc je pense à celui-là. Alors après ça, en France, on aborde le film judiciaire, mais plutôt sur l'aspect fait divers. Et là, c'est vrai que là, de ce côté-là, il y en a des films. Rien que là, ces 2 dernières années, il y a eu Anatomie d'une chute. Hein. Alors pour moi, c'est la version porno chic de fait entrer l'accusé. Hein. Au-delà du fait que c'est un film qui est absolument pas bien réalisé, hein, je sais pas ce qu'on lui trouve. Il a des qualités, ce film, mais clairement pas la réalisation. Donc je comprends toujours pas pourquoi il est autant encensé. Dans le même genre que Anatomie d'une chute, à peu près à la même période, et qui est beaucoup mieux qu'Anatomie d'une chute, c'est Saint-Omer d'Alice Diop. Oui. Qui, pareil, part d'un fait divers d'une mère africaine, je crois, qui tue son enfant. Ça part de ça, un fait horrible. Et en fait, le film est le récit du procès. Et on essaye de comprendre pourquoi. Alors, il est clair que c'est elle la coupable, hein, il y a des images et tout, mais on essaye de comprendre pourquoi elle en est arrivée là. J'ai trouvé ça assez juste dans le portrait qui est fait de la justice. Mais bon, ça, ce sont des petits épiphénomènes dans le cinéma français. Par contre, quand on s'intéresse au cinéma et à la thématique de la justice en France, il y a évidemment un nom qui écrase tout. Alors, quelqu'un qui a un peu disparu, parce que ça fait un moment qu'il est décédé, mais qui a passé à peu près 40 ans de sa vie à faire des films sur le sujet. Il est lui-même avocat, il s'appelle André Cayatte, et André Cayatte a dû faire une 30aine de films, et à peu près, je pense, au moins 25 d'entre eux parlent de justice. Ce sont des procès, ce sont des histoires de procès, d'enquêtes, de crimes, Et ce qui est bien, c'est qu'il a couvert à peu près tout. Il a fait des grosses affaires, des affaires politiques, il a fait des affaires de meurtre. Il a commencé avec deux qui sont parmi ses plus connus, mais ses plus anciens. Il y a Justice est faite et Nous sommes tous des assassins. Et il a fait un film que je vous conseille, alors c'est pas un film de procès, c'est un film sur le divorce. Et c'est 2 films en fait. Ça s'appelle La vie conjugale. Et c'est la même histoire, c'est le même film, mais vu du point de vue de l'homme. Et l'autre film est vu du point de vue de la femme. C'est 2 films qui vont ensemble, on peut les voir dans n'importe quel ordre. Et c'est typiquement le film d'avocat, parce qu'en fait, à l'issue de chacun des films, on arrive à comprendre et à être derrière la personne en question.
C'est-à-dire que avec les mêmes faits, les mêmes scènes, mais juste mis différemment, une autre structure narrative, il arrive à épouser la thèse de la défense et de l'accusation, en fait. Typiquement, un film de justice, même si ça parle pas de justice, ça parle d'avocat. C'est intéressant. Et André Cayatte était avocat. Il a essayé d'affaire Seznec parce que lui était persuadé de l'innocence de Seznec, qui l'a un peu entraîné à faire des scénarios pour le milieu du cinéma. Et voilà, donc c'était un peu ma petite chronique cinéma et justice avec plein de petits films à vous conseiller. Donc, moi, je peux t'en proposer 3 des français. Donc, alors, il y a le procès Goldman dont on n'a pas parlé, mais c'est une histoire qui s'est passée en 68, sur le second procès de Pierre Goldman, qui était soupçonné d'avoir tué 2 pharmaciennes lors d'un vol à main armée. Et Goldman, c'est l'histoire de la plongée dans la criminalité d'un homme qui, suite aux événements de 68, la révolution n'étant pas arrivée, s'est radicalisé, est devenu, et il y a Rothman qui a écrit avec 2 livres sur mai 68. Donc c'est vrai, c'est un témoignage sur mai 68, le procès Goldman. Alors, il y en a un qui est mignon tout plein, c'est l'Hermine avec Lucchini. Ouais, ça c'est gentillet. C'est gentillet, tout plein. Et l'histoire, c'est Lucchini est juge et il est en affaire et apparaît dans le jury une femme qu'il a beaucoup aimée avant, quand il était jeune, et c'est Sidsel Babett Knudsen, que l'on connaît pour avoir été la première ministre du Danemark dans Borgen. Dans Borgen, ouais. Voilà. Et enfin, le troisième auquel tu n'as pas pensé et qui m'est revenu, c'est Le juge et l'assassin. Ouais, mais bon, là, c'est lié. Là, c'est de la justice, mais c'est historique. Mais c'est la justice, effectivement, au XXe siècle. Non, mais après ça, il y a plein. Au XIXe, pardon. Il y a plein de c'est films. Bertrand Tavernier avec Galabru qui est magnifique, qui est superbe. Il a eu le César, et Philippe Noiret. Donc voilà, c'était un peu c'est bien, on a fourni un paquet d'informations et de références. Ouais, je suis ébahi devant toi. Ouais, moi je suis ébahi de notre savoir. Écoutez-nous, abonnez-vous, quoi. Allez ficeler les paquets et emballer la joncaille. Eh bien, Louis-Marie, ça y est, c'est la fin, c'est l'issue, c'est la fin, c'est la je vais pouvoir redevenir triste. Ouais, voilà. Donc on vous remercie d'avoir subi ce 17e numéro de Jamais trop pas assez. Alors on vous remercie d'être toujours de plus en plus nombreux à nous écouter en podcast sur Ocha, Apple, Spotify, Deezer, de nous regarder sur YouTube. À ce sujet, on a besoin que vous vous abonniez, c'est hyper important. Abonnez-toi. C'est important pour nous, pour qu'on puisse passer un seuil qui fait que on aura passé un seuil. Voilà, qui fait qu'on sera un peu mieux répertorié. Voilà, c'est vrai, parce que c'est vrai que pour celles et ceux qui ne connaissent pas, là, on se bat avec les moyens du bord, avec on pense un propos qui change un peu. Alors certes, on n'épargne personne et on remercie tout le monde, y compris ceux qui nous envoient des messages pas sympas, parce que nous, très peu. On est full of love. Voilà. Je réitère mon appel si vous voulez témoigner sur des questions, notamment sur celle de Sarkozy et de la justice. Vous êtes bien entendu, bienvenue à le faire. Donc, vous nous envoyez un mail à jamaipodcast@gmail.com. On se retrouve mercredi prochain pour un nouveau numéro de Jamais trop pas assez, en vous remerciant. Merci Louis-Marie. Et merci Seb. Je vous rappelle qu'un point de vue n'est pas la vérité. Rappelez-vous-en, ça peut être utile. À bientôt. Portez-vous bien.